Bonsoir et bienvenue, très heureuse de vous retrouver dans Ça vous regarde ce soir. Harris-Trump, c'est donc l'heure de vérité. 244 millions d'Américains doivent les départager aujourd'hui. Élection historique, campagne à couteau tiré, enjeu pour le monde entier. Grand décryptage dans un instant avec mes invités. Et puis dans la deuxième partie, on va s'arrêter sur cette vague de faillite qui frappe le pays. Auchan et Michelin annoncent des plans sociaux en série. Et au-delà des grandes entreprises, on décompte désormais plus de 60 000 défaillances de PME en un an. Alors que se passe-t-il dans le pays? Le gouvernement a-t-il pris conscience de l'alerte? C'est notre grand débat ce soir. Voilà donc pour le programme. Ça vous regarde. Installez-vous. C'est parti. L'Amérique s'apprête donc à vivre des heures cruciales et la nuit s'annonce très longue. C'est le scrutin présidentiel le plus imprévisible de l'histoire de la démocratie américaine. Les candidats ont jeté toute leur force dans cette dernière ligne droite. Kamala Harris va suivre l'élection depuis Washington dans son ancienne université de Howard. Donald Trump depuis la Floride, où vous vous trouvez, Richard Verly. Bonsoir à vous, correspondant. Richard, on va vous voir. Le voici pour le média en ligne suisse Blick. Vous êtes à West Palm Beach, où Donald Trump va passer la soirée électorale à côté de sa résidence de Mar-a-Lago. Vous allez tout nous dire de l'atmosphère sur place. Et puis, deux experts des questions internationales nous accompagnent ce soir. Isabelle Lasserre, bonsoir, correspondante diplomatique du Figaro. Bonsoir Vincent Hugeux. Bonsoir Myriam. Ancien grand reporter et enseignant à Sciences Po. Merci d'être avec moi tous les trois en direct. On fait d'abord le point sur les toutes dernières images de cette fin de campagne complètement volcanique. Katia Gilder. Sur la côte est des États-Unis, comme ici à New York, les bureaux de vote ont ouvert à 6h, midi, heure de Paris. D'est en ouest, du nord au sud, les Américains sont appelés à choisir. Ils ajoutent leur voix aux quelques 82 millions d'électeurs qui ont déjà voté par anticipation. Je suis plein d'espoir. Je sens qu'il y a une vague bleue. Nous voulons une personne morale pour guider notre pays. Le peuple américain doit être entendu et Donald Trump est à l'écoute du peuple américain. Ce n'est pas le cas de Mme Harris. Dans cette élection à l'issue imprévisible, chaque voix compte. À Dixfield Notch, dans le New Hampshire, les 6 électeurs de la commune ont voté dès minuit. À l'image des sondages, ils n'ont pas réussi à départager les deux candidats, 3 voix partout. Jusqu'à la dernière minute hier, Kamala Harris et Donald Trump se sont affrontés à distance. Ultime meeting électoraux en Pennsylvanie pour Kamala Harris, dans le Michigan pour Donald Trump, 2 États clés de cette présidentielle américaine. Nous avons besoin des voix des électeurs en Pennsylvanie. Vous allez faire la différence. Le candidat républicain, lui, semble sûr de sa victoire. Je me sens très confiant. Je l'ai senti. Vous savez, nous sommes partis avec une très grande avance aujourd'hui et il semble que les républicains soient venus en force. Les premières estimations sont attendues dans la nuit, mais l'incertitude qui règne dans de nombreux États risque de retarder l'annonce du résultat définitif de ce scrutin historique. Alors, à quoi peut-on s'attendre? Richard Verly, vous êtes en Floride. Il est 13h30 sur place et on a assisté à cette scène incroyable puisque les États-Unis permettent que les deux candidats, jusqu'à la dernière minute, puissent s'exprimer. Si je perds, je m'inclinerai. C'est ce qu'a dit Donald Trump il y a moins d'une heure. Est-ce qu'il change d'attitude? Pourquoi dit-il cela? Est-ce que c'est la première fois? Pas vraiment. Vous savez, juste avant, à peu près 2 heures avant, il avait dit il est impossible de perdre parce que de toute manière, nous sommes plus nombreux que les électeurs de Kamala Harris. Donc oui, c'est un geste notamment à l'attention des médias, peut-être à l'attention de la planète, parce que tout le monde regarde ce qui va se passer ici et en particulier ce qu'il va dire dans ce centre de congrès qui est juste derrière moi. C'est là qu'il prendra la parole, sans doute à partir de 21h, 22h, heure de Floride, alors que pour le moment, il est dans sa propriété de Mar-a-Lago qui, elle, est devant moi, à environ 2 km au bord de la mer. Alors Donald Trump, encore une fois, il n'a pas changé. Et les équipes de campagne, Myriam vous le disait, jusqu'à la dernière minute. Ce matin, j'ai ouvert ma boîte aux lettres électronique. Il y avait 3 messages, 2 de l'équipe démocrate et 1 de l'équipe de Trump. Et il y a eu ces meetings dont vous avez parlé. Hier, pour Kamala Harris, c'était à Philadelphie, la grande ville
de Pennsylvanie, c'est le plus important des États clés. Il envoie 19 grands électeurs au collège électoral. Et pour Donald Trump, c'était à Grand Rapids, dans le Michigan, un autre État clé. Pour lui, c'était symbolique. C'est parce que c'est là qu'il avait fait son dernier meeting avant sa victoire de 2016. Un mot sur l'atmosphère. Est-ce que les soutiens républicains de Donald Trump commencent à arriver? Vous en avez beaucoup rencontré. Dans quel état d'esprit sont-ils? Alors effectivement, on en a vu pas mal, mais ce qui est très intéressant, c'est que les autorités locales de West Palm Beach les tiennent à l'écart ou en tout cas leur demandent de se calmer. Je l'ai vu pas plus tard que tout à l'heure, il y avait un convoi de 4 voitures avec des drapeaux de Trump. Eh bien, il y a une patrouille du shérif, vous savez, le shérif c'est au niveau du comté, qui les a arrêtés, qui leur a prié de se garer parce que ici c'est la démocratie et c'est ce qu'a dit ce matin le maire de West Palm Beach. Et d'ailleurs, il a fait enlever, vous voyez, le terre-plein là sur les pelouses derrière moi. Pendant la nuit, les supporters de Trump étaient venus mettre des panneaux pro-Trump ou Make America Great Again. Ils ont tous été enlevés parce que, encore une fois, la municipalité veut donner l'image d'une ville démocratique. Je crois que c'est intéressant comme message. Merci, évidemment, vous restez avec nous, Richard. La question de la démocratie, elle est centrale. Vincent Hugeux, je vais vous montrer la une du New Yorker. La statue de la liberté, vous l'avez peut-être vue, sur un fil, en équilibre, en funambule, en péril entre les gratte-ciel. Est-ce que c'est ça? La voilà la une. Est-ce que c'est ça qui se joue? Est-ce que c'est la démocratie américaine qui se joue aujourd'hui? C'est en tout cas, à l'évidence, une épreuve de vérité pour la robustesse de la démocratie américaine. Je note d'ailleurs que les petites touches de modération que Donald Trump a apportées tardivement sont peut-être au fond le signe d'une confiance moins vibrante que celle qu'il affichait jusqu'à maintenant. Indépendamment effectivement de cette promesse qui ne l'engage guère, puisque pour lui, de toute façon, il est exclu qu'il perde. Donc c'est d'autant plus facile de dire que dans cette hypothèse, on s'inclinerait. Jusqu'à maintenant, quand même, le postulat trumpien par excellence, c'est pile je gagne, face tu fraudes, quoi. Bon, là, il a déjà d'ailleurs des actions en justice en cours. Absolument, qui ont été d'ailleurs des deux côtés amorcées par les armées d'avocats des uns et des autres. Je note aussi une phrase dans l'un de ses tout derniers meetings où il s'adresse aux électeurs et il dit grosso modo « ne gâchez pas tout ». En clair, si je ne suis pas béni par l'onction du suffrage, ce ne sera certainement pas de ma faute, mais ce sera la vôtre. Vous ne me méritez pas. Et troisième élément qui semble marquer une certaine forme de fébrilité, en tout cas d'inquiétude, c'est l'embarras palpable dans lequel il a plongé son premier cercle sur certaines de ces digressions les plus démentes des dernières semaines. Vous pensez à ces phrases sur les journalistes? Il comprendrait qu'on puisse s'y attaquer physiquement s'il était lui-même menacé. Évidemment, toujours ambigu. Lorsqu'il dit, par exemple, « I shouldn't have left », je n'aurais pas dû partir en 2020. Qu'est-ce qu'il veut dire? Si vous aviez bien voté, j'y serais toujours. Ou est-ce qu'il veut dire, en fond, j'aurais dû décréter que, j'aurais dû aller plus loin dans le coup de force. Quand il dit à des chrétiens, mais vous savez, dans 4 ans, vous n'aurez plus besoin de voter. Quelle conclusion en tirer? À partir de là, même si c'est pour lui un clin d'œil à son socle électoral le plus robuste, il y a effectivement matière à s'interroger sur le fait qu'il soit véritablement quelqu'un d'attaché aux idées de la démocratie. Donc une légère fébrilité de dernière minute que vous pressentez. Isabelle Lasserre, il y a eu 2 campagnes extrêmement différentes, 2 campagnes sur des personnalités. On a très peu parlé du fond, un peu, mais quand même très peu. Ça a été une campagne de coups de boxe. Ça a été une campagne d'invective, de provocation. 107 jours pour Kamala Harris, 720 jours pour Donald Trump, qui au fond est quand même resté le personnage principal de ces derniers mois. Oui, il est resté le personnage principal parce que, curieusement, est-ce qu'on peut utiliser ce mot, mais Kamala Harris n'a pas réussi à s'imposer au sens où elle n'a pas réussi à se démarquer de Joe Biden. Alors, elle n'avait pas réussi à s'imposer quand elle était la vice-présidente, seulement la vice-présidente de Joe Biden et pas encore la candidate, mais là, elle n'a pas réussi sur des sujets aussi majeurs que, par exemple, l'Ukraine ou le Proche-Orient, comme si elle était en fait empêchée soit par une loyauté vis-à-vis de Joe Biden, soit par en fait une ambiguïté dans ses positions. Et finalement, à la fin, on ne sait pas très bien ce que pense Kamala Harris et on ne sait pas très bien ce qu'elle fera sur les principaux sujets. Alors que Donald Trump a fait du Trump et il a continué à répéter. Sur les 2 sujets, c'était très clair, plus d'aide à l'Ukraine et soutien
absolument jusqu'au bout à Netanyahou. Et c'était la même chose sur tous les sujets qui étaient clivants au niveau des États-Unis, que ce soit l'immigration ou l'avortement, par exemple, mais même aussi le climat. Donc on a en fait assez peu entendu la candidate démocrate. On a entendu quand même sur l'avortement. Sur les sujets de fond. L'avortement, c'est effectivement là-dessus qu'elle a fait la différence. Et à mon avis, si jamais Kamala Harris gagne demain, ceux qui auront fait la différence, ce sont les femmes, et elles l'auront justement fait sur sa position sur l'avortement et sur la loi de Donald Trump. C'est-à-dire que c'est ce sujet-là qui pourrait la faire basculer, en fait. Justement, on parle d'une campagne très genrée. Je vais vous montrer le clip de campagne qui a énormément fâché Donald Trump et ses équipes. Regardez cette publicité du camp démocrate avec Julia Roberts, s'il vous plaît, qui fait la voix off. Your turn, honey. In the one place in America where women still have a right to choose, you can vote any way you want, and no one will ever know. Did you make the right choice? Sure did, honey. Remember, what happens in the booth stays in the booth. Vote Harris Walz. Voilà, efficacité redoutable. Richard Verly, il raconte beaucoup de choses, ce clip de campagne. C'est qu'il y a peut-être des républicains et des femmes républicaines effrayées par Trump. Et c'est celle-là qui pourrait faire basculer le scrutin, notamment dans les États pivots? Oui, il est très efficace, ce clip, parce qu'il dit la vérité, tout simplement. Moi, ça m'a été répété par plusieurs personnes. Les femmes, y compris les femmes républicaines, les femmes qui ont des époux républicains favorables à Trump, que va-t-il se passer dans l'isoloir, effectivement? Parce que ces femmes, elles ont par exemple des filles. Et est-ce qu'elles ont envie de voir grandir leurs filles dans des États comme la Floride, où l'interruption volontaire de grossesse est actuellement interdite au-delà de 6 semaines? Il faut savoir qu'en Floride, il y a un amendement, une proposition d'amendement qu'on appelle l'amendement 4, pour justement remettre en cause cette interdiction des 6 semaines. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'électorat féminin. C'est le point fort de Kamala Harris, mais à une condition, encore une fois, c'est qu'elle réussisse à mobiliser et que cette mobilisation des femmes ne soit pas en quelque sorte symétriquement handicapée par le refus des hommes, et notamment des hommes noirs, américains ou hispaniques, d'aller voter pour Kamala Harris, parce que sur cet électorat-là, le discours très viril, très homme fort de Donald Trump, on a vu qu'il marchait bien. Alors évidemment, la mobilisation, merci Richard, vous restez avec nous, elle est cruciale. 70 millions d'Américains avaient déjà voté par anticipation. C'est un indicateur d'une forte mobilisation. 82 millions. Vincent Hugeux, le gender gap, c'est l'expression 20% de femmes en plus votent Harris. Mais je souscris totalement à l'analyse de Richard à l'instant, parce que ce qui est indéchiffrable à l'instant T, c'est la résultante de mouvements qui peuvent être contradictoires. Certes, Kamala Harris a sans doute réussi à mobiliser un électorat féminin qui aurait pu être plus docile sans ce type de clip et ses propos, notamment sur l'IVG. En revanche, on ignore tout de son aptitude à avoir mobilisé un électorat masculin noir et latino. Il y a plusieurs enquêtes qui ont été conduites par des instituts de sondage américains qui montrent que Trump bénéficie, ça peut sembler contre-intuitif et paradoxal, dans ces populations-là, d'un socle de popularité qui n'est pas totalement anodin. Donc, encore une fois, quelle sera la résultante mathématique de ces mouvements contradictoires? Ça, j'avoue que ma boule de cristal ne me le dit pas. Alors évidemment, tout va se jouer dans les fameux swing states. Il y en a 7. On va voir la carte. C'est dans ces États pivots et notamment dans un État où toutes les caméras du monde entier et principalement les caméras américaines sont braquées. C'est la Pennsylvanie. Isabelle Lasserre, elle a passé toute la journée d'hier en Pennsylvanie, Kamala Harris. Il y a 2 types de territoires là-bas. Il y a du rural républicain et il y a de l'urbain démocrate. Est-ce qu'on peut dire que c'est là que ça va se jouer véritablement? Écoutez, c'est là, mais c'est aussi, comme le disait Richard Verly, dans l'intimité des isoloirs. C'est-à-dire qu'on voit quand même depuis 2 jours, il y a une espèce de frémissement. Et il y a une évolution, en fait, dans les intentions de vote américaines. Il y a un désir de femme chez les femmes. Elle dit qu'elle a le vent dans le dos à nouveau, notamment pour défendre l'avortement. Et il y a une peur des femmes
dans l'autre camp, celui qu'on attendait pour Kamala Harris, parce que c'est le camp des Noirs et des Latinos, et qui en fait sont plus attirés, certains, par la masculinité de Trump et effrayés d'avoir la première candidate femme, la première présidente femme aux États-Unis. En Pennsylvanie, Joe Biden l'a emporté en 2020 à 80 000 voix près, et c'est resté en travers de la gorge de Donald Trump. Après un recomptage extrêmement laborieux qui a pris 4 jours, parce qu'initialement, les républicains étaient persuadés d'avoir emporté la Pennsylvanie. D'ailleurs, Trump, en 2016, il gagne de 41 000 voix, pas davantage. Ce qui est intéressant sur la Pennsylvanie, alors d'abord un petit clin d'œil, la capitale de ce qu'on appelle là-bas le Commonwealth of Pennsylvania, c'est Harrisburg. C'est peut-être un bon présage pour Kamala du même métal. Mais plus sérieusement, vous avez en Pennsylvanie effectivement une sorte de mini-Amérique. Vous avez d'abord 19 grands électeurs, c'est énorme. Ça peut effectivement faire basculer le verdict final. Et puis, symboliquement, Scranton, la ville natale de Biden, est en Pennsylvanie. C'est celle aussi, l'origine de Taylor Swift, dont on sait le poids dans l'entourage et l'électorat de Kamala Harris. Butler, là où Donald Trump a échappé à ce tir, a été blessé à l'oreille, on est en Pennsylvanie. Fistotville, l'endroit où il joue, de manière d'ailleurs assez factice, les employés de McDonald's. On est en Pennsylvanie. Pennsylvanie, vous avez eu 17 meetings démocrates, 20 meetings républicains. Et c'est là aussi où le plus d'argent a été dépensé. 295 millions de dollars. Oui. Pour Kamala Harris. Donc c'est l'État crucial par excellence, avec beaucoup de symboles. Mais que ce soit la Pennsylvanie ou le Wisconsin, à l'arrivée, ce qui est quand même absolument terrible, et notamment pour les Européens, c'est que quelques dizaines de milliers d'électeurs américains vont déterminer le sort du monde, et je pense là particulièrement aux Ukrainiens, dont le destin, en fait, dépend de quelques milliers de voix. Alors rappelez-nous les enjeux. Donald Trump arrête l'aide militaire aux Ukrainiens. On peut le dire de façon claire s'il est élu. L'aide américaine aux Ukrainiens, probablement, en tout cas c'est ce qu'il a dit. Quant à Kamala Harris, elle poursuit la politique de Biden, mais un peu plus lentement, donc c'est pas non plus terrible pour les Ukrainiens. Disons que Trump les fait mourir brusquement et Kamala Harris les fait mourir à petit feu, voilà. Et en fait, ces électeurs ne connaissent même pas les enjeux véritables en fait de cette guerre en Ukraine. Et c'est à chaque fois pareil, c'est-à-dire que ça fait la deuxième fois que le sort de la planète dépend d'une poignée d'électeurs américains. Ça soulève d'ailleurs du Wisconsin, des questions sur la règle électorale. C'est absolument terrible. C'est un système à 2 degrés avec un collège électoral de grands électeurs. Il en faut 270 pour avoir la majorité absolue et chaque État envoie l'ensemble, the winners takes all. La majorité dans chaque État remporte la totalité des grands électeurs. Il faut le rappeler. Richard Verly, il y a un indicateur dans des récentes enquêtes qui a été très scruté, c'est l'Iowa. Iowa, républicain, traditionnel. Il n'est pas dans la liste des 7 États pivots. Et il voterait finalement Harris. Est-ce que sur place, on le commente beaucoup comme étant un indicateur pour Kamala, pour le camp démocrate ? Oui, incontestablement, c'est l'élément qui a fait frémir tous les analystes depuis 24 heures ici. Alors, ce que tous les universitaires, les politologues ont dit depuis le début, c'est que vous avez 2 données qu'il va falloir suivre. La donnée majeure, c'est celle des 7 États clés dont vous venez de parler. Et la surprise, parce qu'il y a toujours, lors d'une présidentielle américaine, une surprise dans un État donné qui bascule alors que ce n'était pas prévu. Donc voilà ce qu'il faut regarder. Alors après ces États clés, moi j'en ai parcouru 4. J'ai parcouru le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et la Géorgie. Eh bien Isabelle a raison, je n'ai jamais entendu parler d'Ukraine dans la bouche, je dirais, des Américains ordinaires que j'ai rencontrés. Le refrain, j'allais dire, de cette campagne, c'est nous les Américains, l'Amérique d'abord, occupez-vous de nous. Et les Trumpistes notamment disent « et tant pis pour le reste du monde ». L'actualité internationale, franchement, cette fois-ci, peut-être encore plus qu'avant, elle est complètement absente. Oui. Un dernier mot, dans vos reportages, vous avez sillonné les États d'Est en Ouest. Vous avez vu 2 Amériques qui ne se parlent plus, clairement ? C'est plus que 2 Amériques.
Vous savez, moi j'ai rencontré au moins une dizaine de familles où les gens disent on ne parle plus de politique en famille. C'est-à-dire que le virus de la confrontation, du duel, s'est inséré même dans la sphère de l'intime. Et il y a cette phrase que j'ai entendue lors d'un meeting de Tim Walz, le colissier de Kamala Harris. C'était à Savannah en Géorgie et ça a été repris par toutes les femmes présentes. Ne laissez pas Donald Trump entrer dans nos chambres à coucher. Bien évidemment, ça visait l'avortement, mais ça veut dire ça va plus loin. La sphère intime des Américains est touchée par cette élection absolument basée sur la confrontation et tous les coups étaient permis et beaucoup de gens en sont dégoûtés à tel point que j'ai rencontré dans le Michigan 2 couples qui veulent quitter les États-Unis et venir s'installer en Europe. Ouais, l'onde de choc de ce duel traverse le pays tout entier. Vincent Hugeux, alors on sait que la nuit va être longue, on sait qu'il va y avoir des dépouillements, on sait qu'il y a énormément d'équipes de chaque côté, des scrutateurs, des observateurs, et que si ça se trouve, ce n'est pas dans les heures mais dans les jours qui viennent qu'on aura le résultat définitif, c'est bien ça? C'est un facteur d'inquiétude. C'est-à-dire qu'à mon sens, il faudrait une sorte d'alignement des planètes miraculeux pour qu'un résultat net nous prémunisse d'un tumulte qui pourrait durer des jours, voire des semaines. Pour moi, le scénario le plus problématique, c'est celui d'une victoire extrêmement étriquée de Kamala Harris, qui évidemment alimenterait toute la thèse et tous les fantasmes de fraude du camp républicain. Vous avez déjà des réseaux au niveau des Proud Boys, par exemple, hein, les mecs fiers. Ça fait partie de cette base qui, via les chaînes Telegram, via d'autres réseaux sociaux, ont déjà préparé un dispositif de riposte. Oui. Elon Musk aussi a joué un rôle en relayant des théories du complot sur les fraudes avec une fonction spécifique sur son réseau X. À mon sens, il est au moins aussi dangereux que Donald Trump pour la démocratie américaine et mondiale, puisque effectivement, il a été le véhicule de théories conspirationnistes et il a également laissé prospérer sur X des thèses absolument démentes. Donc je pense qu'il faut être très attentif à ce qui va se jouer dans les jours qui viennent, sauf encore une fois, résultat clair et net, mais ça ne me semble pas en prendre le chemin. Isabelle Lasserre, les bureaux de vote évidemment sont surveillés de très très près. Washington est complètement barricadé. Il y a même des drones, il y a des tireurs d'élite. Évidemment, tous les sites sensibles, le Capitole, la Maison-Blanche sont grillagés. Le risque, c'est la violence. Vous avez 2 Américains sur 3 dans les enquêtes qui redoutent que le pays ne bascule dans la violence, avec même le mot de guerre civile qui est prononcé. Bien sûr. Alors déjà, la plupart des Américains sont armés, donc c'est un prérequis assez intéressant dans une ambiance de pré-guerre civile, Myriam, comme vous le notiez. Alors bien évidemment, parce que ça fait 4 ans qu'une partie des Républicains vit dans l'idée que la victoire précédente leur a été volée. Ça fait 4 ans. Et ça fait 4 ans que Donald Trump et ses réseaux de désinformation ont créé en fait une réalité parallèle, une réalité virtuelle qui en fait révise l'histoire électorale récente du pays. Donc bien évidemment, ces gens sont dans un objectif de vengeance. Et comme Donald Trump a dit à plusieurs reprises qu'il avait déjà gagné et qu'il était logique qu'il gagne parce que ses électeurs étaient plus nombreux, on peut s'attendre à tout si d'aventure Kamala Harris arrive devant lui. Et évidemment, les images du 6 janvier sur le Capitole sont encore très vives dans les esprits. Les partisans, le cœur, les MAGA sont vraiment engagés dans une volonté de revanche et de vengeance. S'ils perdent, ils vont avoir le sentiment que l'élection leur a été volée une deuxième fois et qu'il faudra la rejouer dans la rue. Il nous reste 15 secondes. Je vous donne le mot de la fin. 15 secondes. Vous redoutez la violence? Oui, le Donald Trump de 2024 n'est pas le Donald Trump de 2016 ou de 2020. Il est pire. Il est effectivement mu par la hargne et l'appétit de vengeance. Et je redoute effectivement qu'il est tellement enflammé la psyché de sa base qu'il sera très très dur de réfréner ses élans dévastateur. Merci beaucoup. Merci d'être venu dans ces dernières heures de campagne et merci infiniment à Richard Verly. Très belle nuit américaine depuis la Floride pour tous ceux qui veulent. C'est sûr, bon courage. Qui veulent suivre état par état l'arrivée des résultats, eh bien rendez-vous sur LCP, Nuit américaine avec comme partenaire France 24, la RTBF et la RTS. Merci beaucoup. On va revenir à présent en France pour s'arrêter sur l'autre grande
l'actualité du jour, les faillites qui reviennent et les plans sociaux en série. 66 000 défaillances de PME l'année dernière et 2 grands groupes qui créent la surprise ce matin. Le distributeur Auchan et l'équipementier automobile Michelin qui annoncent à eux deux plus de 3600 suppressions d'emplois. Comment en est-on arrivé là? Et que peut le gouvernement? Avant d'accueillir mes invités, le récap de Valérie Brochard qu'on accueille tout de suite. Bonsoir Valérie. Bonsoir Myriam. Alors, les groupes Auchan et Michelin annoncent des milliers de licenciements. Et oui, Myriam, ces 2 entreprises en difficulté ont annoncé aujourd'hui vouloir limoger massivement leurs salariés. On parle de 2389 emplois supprimés chez Auchan et 1254 chez Michelin. Un plan social d'ampleur que la direction du groupe Auchan a rebaptisé plan de retour à la croissance en France, qui prévoit notamment la fermeture de 10 super et hyper marché. Dans un communiqué de presse diffusé ce matin même, la direction d'Auchan assure que cette phase de reconquête va permettre de baisser ses coûts et simplifier son organisation. Des mots qui ne rassurent pas les salariés, loin de là. C'est catastrophique. Ça va laisser beaucoup de salariés dans la difficulté, de familles. Et c'est vraiment c'est choquant, scandaleux. Très brutal. On reste sous choc. On avait une petite idée de ce qui allait se passer parce qu'on voit les résultats, on n'est pas non plus aveugle, mais très sous choc, pas d'autre mot. Sur le marché de la distribution, Auchan n'arrive qu'en 5e position. Le groupe a perdu 1 milliard d'euros sur les 6 premiers mois de l'année et ses ventes ont reculé de presque 2% en 2023. Depuis la crise du Covid, Myriam, la situation du distributeur se dégrade quand ses concurrents comme Leclerc ou Intermarché ont plutôt surfé sur l'inflation alimentaire pour engranger plus de profits. Pour le syndicat Force ouvrière, l'entreprise Auchan souffre surtout d'un grave problème d'instabilité. On pense qu'il y a des mauvaises stratégies qui ont été mises en place, qui ont été dénoncées depuis des années. On a changé de direction nationale maintes et maintes fois depuis plusieurs années, tous les ans ou tous les 18 mois. Et il n'y a aucune stratégie dans la longueur qui est mise en place. Et chez Michelin, le problème viendrait d'ailleurs notamment de la concurrence internationale. L'import de pneus en provenance de Chine et l'érosion de la compétitivité européenne seraient responsables de la situation. Mais le résultat est le même, des fermetures d'usines et des salariés dévastés. À Vannes, ici, les employés ont fait beaucoup pour Michelin. Énorme. Voilà la récompense. J'ai failli perdre ma fille à la maison. Et maintenant, c'est la fermeture. Très dur. Une crise dont se sont saisis les députés cet après-midi dans l'hémicycle. Pas moins de 4 questions ont été posées au gouvernement. Écologistes, socialistes, Horizon et communistes ont porté dans l'Assemblée nationale la détresse des salariés, entendue par le Premier ministre. Je suis en désaccord avec cette décision, naturellement, je veux le dire, et j'ai pour le même sentiment que vous, je le regrette, cette décision qui touche Cholet et Vannes. Nous sommes en solidarité, nous le serons en exigeant de ce groupe comme du groupe Auchan, de travailler avec le tissu local, les élus locaux, les syndicats, le patronat local, les chambres de commerce, de mettre en moyen ensemble tous les outils dont nous disposons pour accompagner individuellement chacun des salariés et accompagner ces territoires dans la possibilité de reconversion. Ça a été fait ailleurs, ça doit être fait là aussi. Voilà pour le pansement et pour le traitement de fond. Le gouvernement promet un plan de réindustrialisation qui serait, d'après Michel Barnier, la priorité absolue du gouvernement. Merci beaucoup. Merci Valérie Brochard pour l'exposé des faits. Et je vous présente mes invités pour en débattre de ces défaillances d'entreprise et de ces plans sociaux en série. Anne Le Hénanf, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être là. Vous êtes députée Horizon du Morbihan. Et l'usine donc Michelin de Vannes qui va fermer est dans votre circonscription. 300 emplois en moins d'ici 2026. Eh bien, vous nous direz comment vous allez accompagner les salariés. Face à vous, Aurélie Trouvé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Présidente de la France Insoumise de la Commission des Affaires économiques ici à l'Assemblée nationale. Bonsoir Michel Picon et bienvenue à vous. Vous représentez les TPE, les très petites entreprises.
entreprises. Vous êtes le premier vice-président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité. Enfin, bonsoir Denis Ferrand. Bonsoir. Bienvenue à vous, économiste et directeur général de l'Institut Rex et Code. Je vais commencer avec vous, Anne Le Hennan. Déjà, est-ce que les salariés, on le sait, ont appris la nouvelle dans la presse, et vous? Est-ce que vous saviez tout simplement que le site de Vannes, Michelin, était menacé? Est-ce que les dirigeants vous avez laissé entendre quelque chose, ou même prévenu, honnêtement? Oui, on peut le dire. J'ai bien sûr découvert la nouvelle ce matin, alors que j'étais dans le train en direction vers Paris, puisque Michelin a pris la peine de m'appeler, je les remercie, pendant mon trajet. Et par ailleurs, j'ai eu également le cabinet du ministre qui m'en a informé également. J'étais en échange depuis plusieurs semaines avec la directrice, Madame Netodea. Plusieurs options se présentaient. Jusqu'à la dernière minute, nous avons eu espoir. Oui, les dirigeants disent qu'ils ont tout fait pour éviter la case départ. Il y avait 3 options sur la table. Elle m'en avait parlé il y a 3-4 semaines quand je l'ai eue. Avec l'espoir que, évidemment, on puisse continuer à faire fonctionner l'usine, qu'on réoriente. Vous avez parlé aux salariés, les 300 concernés? Parce qu'on sait que déjà à Cholet, ça y est, le préavis de grève est déposé. Ils sont très très en colère, on les a beaucoup entendus. Eux, comment ils vont? Ils encaissent? Alors, ce que j'ai pu échanger avec Madame Netodea, la directrice du site de Vannes, cet après-midi, c'est que, et le maire de Vannes d'ailleurs, c'est le mot qu'il a utilisé également, David Robo, c'est beaucoup de tristesse. C'est-à-dire que c'est pratiquement une relation filiale entre la commune et ce site industriel. Elle fait partie, l'usine Michelin, de la vie et de l'histoire de la ville de Vannes, parce qu'ils sont là depuis plus de 60 ans. On a fêté le 60e anniversaire de leur présence sur la ville l'année dernière. Donc c'est une relation vraiment intime entre le territoire et Michelin et les salariés. Ce sont des Vanntais, des gens qui habitent dans le bassin. Et puis ce sont des ouvriers très qualifiés. Hein. C'est pas simple ce qu'ils fabriquent. On est quand même sur une industrie, je dirais pas de pointe, mais de haute technique. Et donc en général, quand on a de l'industrie, qu'on essaye de réindustrialiser, c'est pour avoir de la valeur ajoutée. Vous comprenez tous les arguments sur la compétitivité, sur le prix de l'énergie, la concurrence chinoise et asiatique? Évidemment, je viens du monde de l'entreprise, j'ai été cadre dans une entreprise, donc évidemment, ça me parle. Mais jusqu'au bout, on a souhaité que cette compétitivité puisse faire face aux difficultés qu'ils rencontrent. Mais ça n'a pas été le cas, malheureusement. Alors, c'est un groupe qui va plutôt bien. J'ai regardé les chiffres. 3,5 milliards d'euros, je parle de Michelin, de chiffre d'affaires pour 2 milliards de bénéfices. Michelin, Aurélie Trouvé, doit s'adapter. C'est le grand mot, à la concurrence internationale pour rester compétitif. La faute à la mauvaise gestion ou à la conjoncture, pour vous? D'abord, je crois qu'il faut replacer dans le contexte, je le dis de manière un peu grave, nous sommes aujourd'hui nous rentrons dans une forme de chaos économique, dans le sens où nous avons un retournement très important, avec des annonces, des prévisions de suppression d'emplois d'après l'OFCE, 143 000 suppressions nettes d'emplois l'année prochaine. Si le budget tel qu'il est pensé par le gouvernement Barnier, notamment sur le coût du travail, est appliqué, hein. Vous avez bien de la situation économique actuelle, c'est avec les conséquences budgétaires. Oui, et ça n'est pas, et vous avez tout à fait raison, c'est du fait notamment de l'austérité budgétaire prévue, mais pas seulement. Nous atteignons un triste record de défaillance des entreprises et notamment des PME. On va en parler. On a une surproduction chinoise, notamment dans l'industrie automobile, mais pas que. Et je le dis ici, pourquoi? Enfin, c'est là que moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est pourquoi. D'abord, je crois qu'on fait les frais aujourd'hui d'années et d'années de politique libérale des gouvernements successifs, avec, et pas seulement en France, mais les gouvernements européens, par exemple sur l'automobile. Alors, il y a eu beaucoup d'aides, beaucoup d'aides Covid, c'est aussi ça qui est en jeu dans ces défaillances. Je veux dire, quand même, les gens qui s'y connaissent un peu dans l'industrie automobile, la première raison, c'est le fait que les Chinois ont pris d'abord des années d'avance avec les États-Unis parce qu'ils ont planifié, ils ont versé des aides massives et ciblées, tandis que nous, on déversé des milliards d'aides aux entreprises non ciblées, non planifiées, sans contrepartie. Donc c'est la politique de l'offre d'Emmanuel Macron. Exactement. Et deuxième raison, nous n'avons pas de protection suffisante, ni aux frontières européennes, et a fortiori aux frontières françaises, parce que c'est aux frontières européennes qu'on est censé protéger les entreprises et les salariés. Or, vous regardez sur l'industrie automobile, les États-Unis se protègent avec des droits de douane supérieurs à 100%.
D'accord. Et nous, on atteint bon gré mal gré les 35% de droits de douane et encore sur les véhicules finis, même pas sur le reste des composants. Et c'est ce qui d'ailleurs concerne l'équipementier Michelin. Ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est pas seulement Michelin. Par exemple, dans l'industrie automobile, c'est Valeo, un autre équipementier, c'est Stellantis qui annonce aussi des suppressions massives d'emplois. Et il est vrai, il y a aussi une responsabilité des grands groupes. Ce sont des grands groupes qui déversent des profits souvent en forte augmentation. Les dividendes, depuis 2-3 ans, ont fortement augmenté. Donc vous pensez qu'en fait, il s'agit de restructuration pour financer les dividendes des actionnaires plutôt que les salariés, c'est ça? Il y a un problème aujourd'hui. Parce que là, il y a une question énergétique qui est là et qui est plus forte en Europe que, par exemple, aux États-Unis. Il y a un problème aujourd'hui de démocratie dans les entreprises. Voilà. Et nous, vous savez, le nouveau Front populaire, ce que nous portons, c'est par exemple qu'il y ait des droits de veto, ou en tout cas un pouvoir bien supérieur des représentants de salariés pour éviter par exemple les délocalisations et faire en sorte que les bénéfices des entreprises n'aillent pas comme aujourd'hui de plus en plus vers les actionnaires, de moins en moins vers les salariés, mais aussi de moins en moins vers l'investissement productif. Ça, c'est le programme du NFP. Mais il y a quand même un coût de l'énergie qui a augmenté plus en Europe et pour la France, parce que ça, c'est les raisons par de Michelin au départ. Il se trouve que dans la niche de la France Insoumise, nous proposons, j'espère qu'elle sera votée à une majorité à l'Assemblée nationale, fin novembre, nous aurons une proposition de loi pour bloquer les prix de l'énergie, enfin, y compris dans les entreprises. Parce que oui, les entreprises ont aussi trinqué, et en particulier les sous-traitants, les PME et TPE, ont eu énormément de difficultés avec des prix de l'énergie qui ont explosé. Voilà. Et le quoi qu'il en coûte, qui tout d'un coup se retire. Et donc, peut-être que ça a aussi un effet. Alors, moi, je voudrais comprendre ce qui se passe au niveau macroéconomique dans le pays. On a l'impression, effectivement, qu'on a retiré un couvercle et que d'un coup, on a les petites entreprises, tout simplement, qui mettent la clé sous la porte, les grands groupes qui n'arrivent plus à être compétitifs, notamment à cause du prix de l'énergie. Les Chinois aussi, ils ont eu un problème d'inflation. Les Américains aussi, une très forte inflation. Ça ne s'explique que par encore plus d'inflation chez nous. C'est plus compliqué que ça. Oui, c'est effectivement un peu plus compliqué que ça. Oui, il y a eu de l'inflation aux États-Unis, il y a eu un choc de prix de l'énergie qui a été massif et qui a été quand même beaucoup plus important dans le cas de l'Europe que dans le cas des États-Unis ou que dans le cas de la Chine. Pourquoi? Parce que ce choc de prix de l'énergie n'est pas passé comme habituellement il le passait par le pétrole qui est un prix mondial, il est passé par le prix du gaz principalement. Le prix du gaz, c'est un prix qui est régional et qui a beaucoup plus pesé sur l'Europe qu'il n'a pesé sur les États-Unis, qu'il n'a pesé sur la Chine. On a emprunté le gaz américain en se privant du gaz russe, oui. C'était bon marché. Voilà, et on l'a substitué par du gaz venant des États-Unis qui coûte plus cher, du gaz venant du Qatar également. Il a fallu substituer des sources d'approvisionnement. Et puis vous avez aussi plus largement une économie européenne et en particulier une industrie européenne qui se trouve prise en étau entre deux stratégies très claires. Une stratégie d'attaque par la baisse des prix, et ça c'est le cas de la Chine. Il faut avoir à l'esprit que en 3 ans simplement, l'écart d'évolution de prix sortis d'usine entre la Chine et la zone euro, c'est 20 points d'écart d'évolution de prix. Ça vous rebascule à une vitesse absolument incroyable les enjeux, les paramètres de la compétitivité. Ça, c'est la première attaque, c'est la première branche de l'étau, la branche chinoise, une attaque par les prix, une attaque de surcompétitivité. C'est classique, si j'ose dire. Hein. Assez classique, mais pourquoi les Chinois le font-ils? Parce qu'ils n'ont pas de demande à l'intérieur. La Chine a une économie qui est fragilisée sur le plan interne et elle doit trouver à l'extérieur. Ils mettent le paquet sur les exportations par les prix. Voilà, tout à fait. La deuxième branche de l'étau, c'est ce qui vient des États-Unis. Les États-Unis, en réalité, Chine et États-Unis sont embarqués dans une course à l'hégémonie industrielle. Et la politique, ce n'est pas une politique par le prix, c'est une politique par l'attractivité de l'investissement. C'est le dispositif Inflation Reduction Act. Là, c'est les aides massives d'investissement d'argent public dans l'économie industrielle, c'est ça? Tout à fait. Et qui viennent en réalité siphonner une partie de l'investissement qui se faisait en Europe. Jusqu'à présent, quand vous regardez jusqu'à mi-2023, la progression de l'investissement des entreprises en France suivait exactement la même progression que celle que l'on observait aux États-Unis. Si on part de 2017 à 2023, vous avez la même progression. Donc si je comprends bien, les Chinois nous attaquent sur les prix par la main-d'œuvre bon marché et les Américains soutiennent très fortement leur industrie et se protègent aux frontières, pas comme nous. Michel Picon, qu'est-ce qu'on constate dans les petites entreprises que vous connaissez bien? 66 000. Quand on regarde le graphique, je ne sais pas si on l'a préparé, il était dans le Parisien ce matin, on fait entre 2020 28 000 défaillances d'entreprises. Bon, il y avait évidemment le quoi qu'il en coûte, les protections du Covid. Elle fait comme ça, la courbe. Absolument. On arrive à 66 000, la voilà. Absolument, et 84% de ces défaillances sont des défaillances de petites entreprises qui maillent le territoire,
90% des entreprises, du tissu économique dans le territoire national est le produit de petites entreprises. Et aujourd'hui, elles sont extrêmement fragiles. Elles ont subi la crise sanitaire avec un endettement lié au PGE qu'elles doivent rembourser. Prêt garanti par l'État qu'il faut rembourser, c'est maintenant les échéances. Et elles remboursent, et moi je dois dire, je veux saluer les efforts considérables qu'elles font pour rembourser, puisque le taux de défaillance sur le plan national est de 4%. Dans les zones, dans les territoires, en Bretagne notamment, c'est moins de 2% de défaillance de remboursement du PGE. Donc elles remboursent ça, mais elles ont pris aussi la crise de l'énergie, avec un certain nombre d'aides de l'État, c'est vrai. Le bouclier tarifaire. Mais quoi qu'il en soit, le coût de l'énergie dans la production d'un boulanger, d'un boucher, d'un garage automobile, il a fait x2, même aujourd'hui. Donc c'est la fin des aides qui crée ce choc. Oui, bien sûr. Ensuite, après, l'augmentation du coût des matières premières, avec une incapacité à répercuter dans le prix, parce que souvent, on est en bout de chaîne des grands groupes, et quand les grands groupes serrent les vis, eh bien, ils les serrent à leurs sous-traitants, ils les serrent aux petites entreprises. Et puis, moi, ce que je voudrais dire, voyez-vous, c'est terrible pour les gens qui ont perdu leur emploi aujourd'hui chez Michelin, chez Auchan. Et moi, je voudrais, et je suis là pour le rappeler, 2000 salariés perdent leur emploi dans les petites entreprises toutes les semaines. Personne n'en parle. 500 petits chefs d'entreprise, commerce de vêtements, agences immobilières, esthéticiennes, salons de coiffure, pharmacies, 3 pharmacies qui ferment par semaine. Personne n'en parle. Et moi je dis, attention, la casse va être terrible. Alors jusqu'où la casse? Parce que c'est ça qu'on voudrait essayer de comprendre. Et après, il y a les décideurs, les législateurs que vous êtes qui devaient justement proposer des solutions dans une période très difficile d'un point de vue budgétaire à l'Assemblée. Ces licenciements, ces plans sociaux se sont évidemment invités aux questions au gouvernement. Écoutez le président communiste André Chassaigne, suivi de Michel Barnier, le Premier ministre, qui lui répond. Auchan et ses 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires a déjà supprimé 2000 emplois en 2020, tout en touchant 500 millions d'euros de CICE. Michelin, qui a versé en 2024 1,4 milliard d'euros à ses actionnaires, a touché lui aussi des dizaines de millions d'euros d'aides publiques. À quoi ont-elles servi ? Sinon à détruire l'emploi sur le territoire national. J'ai le souci de savoir ce qu'on a fait dans ces groupes de l'argent public qu'on leur a donné. Je veux le savoir. Et donc, nous allons poser des questions et nous verrons si cet argent a été bien ou mal utilisé. Aurélie Trouvé, elle vous surprend la réponse de Michel Barnier qui a l'air de dire « Eh oui, c'est une bonne question, elle est légitime. Où est allé l'argent ?» En fait, quand on entend M. Picon, on a pour survivre, tout simplement, pour faire tourner la boutique, ce sont des aides de l'État qui, pendant le Covid, étaient forcément très urgentes. On a une puissance publique qui verse, l'estimation, c'est 170 milliards d'aides publiques par an. Donc là, vous reprenez sur l'ensemble de la politique des aides aux entreprises. Qui dit « Oh, il faudrait peut-être qu'on sache qu'on en fait ». Alors qu'il est en train d'annoncer une austérité budgétaire drastique. Enfin, on est où? Donc là, il y a un problème de responsabilité des gouvernements. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que le problème, c'est que le gouvernement va faire exactement l'inverse de ce qu'il faudrait. Et c'est bien pour ça que l'OFCE dit attention, si le plan Barnier d'austérité est mis en place, il y aura 143 000 suppressions d'emplois nettes. Net, je dis, voilà, en comptant les créations. Et pourquoi c'est l'inverse? Parce que ça va plomber la demande populaire. Or, le premier problème, y compris de l'artisan boulanger, c'est quoi? C'est la demande populaire, c'est qu'on puisse lui acheter sa baguette, c'est que le fleuriste il puisse vendre son bouquet de fleurs. Ça, c'est le premier problème. Alors, deuxième problème, il va détruire avec l'austérité budgétaire les services publics, notamment la formation. Et sur quoi ont misé les Chinois? Et ils ont bien raison, c'est sur une formation de pointe. Aujourd'hui, le problème, c'est que, y compris en Chine, on a des ouvriers ultra et bien qualifiés. Il faut heureusement, et j'espère qu'en Europe, on suive le rythme. On va laisser la majorité vous répondre, la majorité de la coalition au pouvoir. Barnier qui veut détruire, par ailleurs, l'école dans ce que vous dites, il y a vraiment 3 sujets. Il y a le premier sujet qui est la politique de l'offre, c'est-à-dire le soutien massif aux entreprises par des aides d'État. Et ça a commencé même sous François Hollande, ça a été poursuivi par Emmanuel Macron. Puis il y a les aides Covid, vous en parlez bien, M. Picon, ça je crois que vous ne les remettez pas tout en cause. On est d'accord, il fallait les aider, les entreprises. Et puis, il y a le budget qui arrive et qui revient d'une certaine façon sur cette politique de l'offre initiale. Aurélie Trouvé vous dit,
vous allez aggraver la situation économique. Et c'est vrai que l'OFCE, c'est un organisme d'économistes, d'experts, qui vous dit attention aux destructions d'emplois. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors tout d'abord, je reviens juste sur l'intervention de M. Barnier. M. Barnier n'était pas là, Premier ministre, quand les décisions ont été prises de bouclier tarifaire. Donc il est en responsabilité. Il n'a pas pris ces décisions, donc c'est tout à fait normal. Mais sa famille politique, ça ne me choque pas qu'aujourd'hui ils disent les Républicains ont voté toutes ces aides. Je vais vérifier et voir qu'est-ce qu'ils en ont fait. Je voudrais juste citer 2 exemples, parce qu'ici j'ai pas entendu, à part avec vous un petit peu, monsieur, le mot de compétitivité. Les entreprises ont besoin d'être compétitives. Je vais vous citer 2 exemples du PLF 2025, le projet de loi de finances que nous sommes en train d'étudier. Et je vais vous citer 2 amendements qui ont été portés par NFP, soutenus pour l'un d'entre eux par RN. Le premier, la contribution exceptionnelle des grandes entreprises. Nous souhaitions effectivement que les grandes entreprises de plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires puissent contribuer à l'effort collectif de la nation pour rétablir les comptes publics, ce qui est normal. Tous les Français vont devoir y participer, dont les entreprises et notamment les grandes entreprises. La gauche les a votés, même pérennisés. Voilà. Ces hausses d'impôts pour les grandes entreprises. C'est justement ça. C'est que, effectivement, cette contribution des grandes entreprises, nous la voulons ciblée et ponctuelle. Le groupe NFP, dans un amendement qui a été adopté, veut le pérenniser, c'est-à-dire toute l'année, tout le temps. Avec le MoDem, qui fait partie de cette coalition. Et non seulement le pérenniser, mais le tripler. C'est absolument intenable économiquement pour une entreprise, et Michelin est concerné, et Auchan est concerné, puisqu'ils ont largement plus qu'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est le climat d'incertitude fiscale dans lequel vous mettez avec vos amendements. Ça nuit à la compétitivité. Ça nuit à la compétitivité, ça va se traduire par des licenciements, c'est clair. Deuxièmement, un amendement qui concerne, je dirais, la cotisation sur la valeur ajoutée, la participation sur la valeur ajoutée produite par les entreprises. La CVAE, on l'appelle. La CVAE, tout à fait. Eh bien, nous avons proposé, le gouvernement a proposé de décaler de 3 ans cette suppression. Eh bien, NFP, avec l'aide de RN, puisqu'ensemble, ils ont voté cet amendement, propose non pas de le décaler dans 3 ans, c'est de le supprimer définitivement. Donc, de la même manière, ça charge les entreprises. Voilà. Alors de toute façon, ça charge les entreprises. Qu'on les charge de façon ciblée ou de façon pérenne, ça charge. Les entreprises, elles voient ce signal-là. Et il faut trouver de l'argent parce qu'il y a des déficits. Qu'est-ce que dit le conjoncturiste, l'économiste? À quoi peut-on s'attendre, en fait? Dans quoi on est en train de rentrer? On n'a même pas encore ce budget mis en œuvre qui va être dur, forcément, et pour les particuliers et pour les entreprises d'un point de vue fiscal. Oui. Et on voit que ça va déjà très mal. C'est vrai qu'il y a le mot d'instabilité que vous évoquez est important également parce qu'on voit qu'il y a les destructions d'emplois et vous avez parlé d'emplois nets. Effectivement, c'est très important de réfléchir en net entre ce qui se crée et ce qui se perd. Là, les pertes, on les voit. Ce que l'on ne voit pas, c'est ce qui ne se crée pas. Et ce que l'on voit actuellement, on interroge chaque trimestre à peu près 1000 patrons de PME et on leur demande mais face à la situation économique, face à la situation politique, comment est-ce que vous réagissez? On les interroge, est-ce que vous maintenez, est-ce que vous supprimez, est-ce que vous reportez vos projets d'investissement, vos projets d'embauche? Et on a vu une montée extrêmement importante de la proportion de chefs d'entreprise qui déclarent, non mais moi dans ce contexte-là, le pied sur le frein. Je mets le pied sur le frein. Oui. Et donc en fait, on est dans une incertitude actuellement qui est extrêmement forte et qui participe de ce recul. Mais en toute objectivité d'experts, ce budget tel qu'il est ficelé, de toute façon, il sera sans doute transformé. On attend de voir s'il y a un 49.3 et quelles sont les mesures qui seront retenues. Il y a quand même plus d'impôts pour les entreprises. Oui. Ce budget, il va accélérer, on va dire, cette crise économique ou pas? On parle de budget d'austérité et même de récession, de spirale austéritaire. Est-ce que vous voyez ça ou pas? Dans la manière dont il a été conçu, ce budget, il y a eu une recherche de la minimisation de l'impact économique. Mais c'est un montant de 60 milliards. Qui est de 60 milliards d'efforts structurels. Donc, c'est les modalités d'application de cette quête de 60 milliards d'économies budgétaires, les modalités, ils ont essayé d'en minimiser l'impact économique, mais quand vous retirez 60 milliards, vous ne pouvez pas ne pas avoir d'impact immédiat. La question, c'est de savoir, est-ce que l'on peut faire autrement? Est-ce que l'on peut continuer à vivre avec 6 points de déficit public chaque année, sachant que cette dette que l'on accumule
qui est quand même la contrepartie de ce déficit, n'a pas en face d'elle une formation d'actifs. On ne crée pas des actifs nouveaux avec la dette que l'on est en train d'accumuler. Vous pouvez vous endetter parce que vous faites des choix d'investissement, parce que vous êtes en train de vous doter d'un appareil de production qui va répondre, qui va donner les conditions du remboursement de cette dette. Ce n'est pas le cas actuellement. On a un déficit qui n'est pas consubstantiel de fabrication d'actifs. Alors, concrètement, sur le terrain, Michel Picon, il y a un climat. Alors, on voit bien les difficultés liées au retrait, à l'arrêt des aides Covid. Mais il y a un climat d'incertitude. La croissance, elle est atone. Il y a des impôts qui vont arriver. Est-ce que vous dites dans les petites entreprises, déjà, on met le frein sur l'embauche, voire on va déjà se séparer de salariés? Bien sûr, bien sûr. Et, enfin, il y a deux choses que je voudrais dire. Vous savez, dans une entreprise, même une petite entreprise, lorsque ça va mal, lorsque vous êtes en perte, lorsque vous avez des dépenses qui sont plus fortes que vos recettes, la première des choses que vous faites, c'est d'aller chercher de réduire vos dépenses. Et ça, je n'ai pas l'impression tout de même qu'aujourd'hui, l'État s'est attaqué à ce sujet. C'est plus facile. Vous leur dites montrer l'exemple. C'est plus facile d'augmenter ses recettes, d'augmenter ses prix. Sauf que dans le monde de l'entreprise, vos clients, ils ne vous suivent pas toujours. Là, les clients, ils sont obligés de subir. Donc, ce point-là, tout de même, pour moi, c'est un point de désaccord parce que les recherches d'économie sur le fonctionnement de l'État, elles ne sont pas trop lisibles. Premier point. Deuxième point que je voudrais évoquer avec vous, c'est qu'il y a la fiscalité, ce que vous venez d'évoquer, Madame la députée, mais moi je voudrais dire qu'on s'attaque aux exonérations de charges. Alors, quand on parle des exonérations de charges, c'est un sujet, mais les exonérations de charges... C'est ce qu'on appelle le coût du travail. On a baissé le coût du travail depuis des années, ça c'est la politique de l'offre d'Emmanuel Macron, de la majorité Horizon, notamment d'Édouard Philippe. En allégeant les charges. Là, on va les remodeler sur les bas salaires, notamment. S'il y a trop d'exonérations de charges, c'est parce que le poids des charges sur le travail est excessif dans notre pays. Et qu'il faut trouver... le fond du sujet, il est là. On va pouvoir bidouiller tout ce qu'on peut, diminuer ça, la prime d'activité, on la remet, on la rabiote. Le travail tout ça a un impact sur les allocations logement. Enfin, c'est une usine à gaz. Et si on a mis des exonérations de charges au fil du temps, aujourd'hui c'est un mikado, on ne peut plus enlever quoi que ce soit. Alors, moi, ce que je dis, ce que nous disons, nous, dans les entreprises, il faut revaloriser le pouvoir d'achat de nos salariés parce que ça relance la consommation. Et je suis d'accord sur ce point. En baissant les charges ou en montant les salaires? Mais il faut lever les charges qui ne sont pas contributives sur le coût du travail. Alors, vous n'avez pas une alliée, là, à côté de vous, Aurélie Trouvé. Oui. La baisse du coût du travail. C'est vrai que quand on regarde les chiffres, on essaye d'être le plus neutre possible dans ce débat. Si vous combinez la baisse du coût du travail aux allègements de charges, il y a plus de compétitivité. Quand on regarde les chiffres, 7,3% de chômage aujourd'hui en 2024, 9,4% en 2017, quand est arrivé Emmanuel Macron au pouvoir. L'investissement étranger revient en France. Ça, c'est des données objectives. Vous ne voyez aucune vertu à cette politique de baisse du coût du travail? Et vous trouvez que ça va bien, l'investissement productif? Je prends un peu de champ sur les années précédentes, pas aujourd'hui précisément. Vous permettez du coup de prendre un peu de champ, d'accord? Investissement productif en berne, productivité du travail en berne. En ce qui concerne l'emploi, en réalité, une très grande partie des emplois soi-disant créés, en fait, c'est le fait du développement de l'auto-entrepreneuriat et du nombre d'apprentis. Et par ailleurs, on est en retournement de conjoncture de toute façon parce que même en prenant en compte cette dégradation, si vous voulez, de la qualité de l'emploi qui masque un peu les chiffres du chômage, de toute manière, on rentre dans une nouvelle conjoncture qui est qu'il y a maintenant plus de destruction d'emplois que de création d'emplois. Donc en gros, nous rentrons dans une situation où vraiment les conséquences de la politique de l'offre et de la politique libérale du gouvernement créent ces pleins effets désastreux. Et je le dis aussi, ce sont les salariés qui trinquent en premier avec ces plans de licenciement massifs, mais aussi, vous avez tout à fait raison, dans les TPE, l'artisanat, Vous soutenez etc. Michel Barnier dans sa volonté d'augmenter un peu le coût du travail? Alors, j'y arrive. Et puis vous répondez après, parce depuis que là, 3 ans, qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est pas comme si les bénéfices, notamment des grands groupes, avaient diminué. Mais ce qui se passe, c'est que ces bénéfices, je l'ai dit, vont de plus en plus vers les dividendes des actionnaires, de moins en moins vers les salariés et l'investissement productif. Le résultat, c'est que les dividendes ont fortement augmenté depuis 3 ans, pendant que les salaires ont diminué, les salaires réels, je prends en compte l'inflation, ont diminué de 3%. Donc il faut redonner du
quelque part du pouvoir d'achat. Et certainement pas en allant rogner sur les cotisations sociales, c'est-à-dire le droit à la retraite, le droit à l'assurance maladie, sachant que les caisses de la sécurité sociale sont déjà dans le rouge. Donc ce qu'il faut faire, c'est augmenter les salaires nets. Bon. Et pour augmenter les salaires nets, augmenter le SMIC, indexer les salaires sur l'inflation, mais en aidant particulièrement les très petites, les petites entreprises. Donc un choc de demande pour faire repartir la machine de la consommation. Je vais vous dire Il faut quand même que vous dialoguiez avec la majorité qui va vous répondre. Et dernièrement, deuxième chose, blocage des prix de l'énergie. Et troisième chose, protection des entreprises. Et là, il faut arrêter avec... il faut du protectionnisme. Nous n'avons plus le choix. Donc là, c'est la politique commerciale globale. Anne Le Henaf, qu'est-ce que vous répondez à la gauche, qui a un programme, qui a travaillé, qui vous oppose point par point votre politique de l'offre? Alors moi, je suis toujours gênée d'entendre finalement de parler de manière globale du monde de l'entreprise. Comme si les grands groupes internationaux pouvaient être comparables à des TPE, des artisans, des PME. C'est ce qui me différencie par rapport à Madame qui est ici, c'est qu'il n'y a pas de point commun entre un grand groupe international qui fait plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et une TPE, une PME, un artisan. Premièrement, c'est ce que je souhaiter. Ce qui nécessite d'avoir des politiques différentes entre eux, le fait qu'on s'adresse à des petites et moyennes entreprises dans nos territoires et des grands groupes internationaux. La preuve, on s'est saisi et on est prêt à les faire contribuer et participer. Par exemple, sur les allègements de charges, d'ailleurs la coalition au pouvoir, le socle commun, Attal-Wauquiez, a supprimé cet article. Vous soutenez Michel Barnier sur l'idée de revenir sur les allègements de charges? Sur votre question, parce que ça, c'était une mise au point. On ne considère pas les entreprises de la même manière. La deuxième chose, moi, je suis d'accord pour augmenter les salaires. Il n'y a aucun souci. Sauf que quand on charge le travail, on réduit le chiffre d'affaires d'une entreprise et quand on n'a pas les moyens, on n'augmente pas le salaire, tout simplement. Et on réinvestit dans l'outil productif parce que c'est l'avenir de l'entreprise, l'outil productif. Et donc, il faut faire des choix, des arbitrages, et on choisit l'outil productif et on ne confirme pas en CDI des CDD, on met fin à des temps partiels parce que c'est du bon sens. Le chef d'entreprise, une TPE, une PME, un artisan, il a du bon sens et quand il n'a pas les moyens, eh ben, il ne dépense pas les moyens. Et la politique économique que vous votez ici sur le coût du travail, vous vous situez où? Alors, en fait, Horizon est assez clair. On ne souhaite pas, augmenter le coût du travail. Augmenter le coût du travail. On souhaite être vraiment, finalement, de faire de la dentelle, d'étudier au cas par cas, faire contribuer ceux qui sont les plus riches, et puis par contre, donc, travailler du sur-mesure avec les TPE, les PME. On va s'arrêter là. Vous n'êtes pas d'accord, mais le débat, il ne fait que commencer. J'ai envie de dire un peu malheureusement, parce que la situation économique est difficile. Je vous remercie pour vos éclairages. Vous serez les bienvenus quand vous le souhaitez. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Pour voir ou revoir Ça vous regarde, il y a le podcast et puis il y a la chaîne YouTube d'LCP. C'est parti pour votre soirée documentaire ce soir. Iran, les visages de la colère. C'est un doc inédit. Regardez, à demain, même lieu, même heure.